La légende la plus effrayante de la mythologie nordique, le Ragnarök, pourrait avoir été inspirée par des événements réels. Oui, cette histoire où Thor et d'autres divinités périssent au combat et où le monde entier se termine pour ensuite commencer une nouvelle fois. Aux environs du milieu du VIe siècle de notre ère, 2 éruptions volcaniques massives ont eu lieu sur le continent américain. Ces éruptions ont projeté d'énormes quantités de cendres et de dioxyde de soufre dans l'air, ce qui a considérablement refroidi le climat dans l'hémisphère nord, notamment au Danemark. Dans d'anciens documents chinois de cette époque, il est écrit que le soleil est devenu terne et froid comme la lune. Les cultures de céréales ne mûrissaient plus correctement et les étoiles sont restées cachées pendant plus d'1 an à cause des particules volcaniques qui persistèrent dans le ciel. Les scientifiques ont voulu comprendre comment cette période froide avait affecté les arbres. Ils ont donc étudié les cernes de croissance des chênes danois de cette époque. Ils voulaient en savoir comment le changement climatique avait modifié la croissance des arbres au cours de ce long hiver. Ils comparèrent des échantillons d'arbres au Danemark avec des carottes de glace du Groenland. Ces carottes contiennent en effet des couches de neige et de glace où sont retenues des traces de soufre et d'autres particules provenant d'éruptions volcaniques passées, ce qui permet de déterminer quand ces éruptions se sont produites. Les cernes ont révélé que la croissance des arbres avait été au-dessous de la normale au milieu du VIe siècle, et donc qu'il avait fait beaucoup plus froid que d'habitude, probablement en raison des cendres volcaniques dans le ciel. Certaines fermes furent même abandonnées pendant cette période, laissant la nature reprendre ses droits dans certaines régions. Tout cela a peut-être provoqué de grands bouleversements dans la société, des changements dans la structure des villages et dans les pratiques rituelles. Les archéologues ont également trouvé de nombreux objets précieux enterrés à cette époque. Il semble que les gens en faisaient offrande aux divinités dans l'espoir que le soleil revienne. Ils craignaient que l'hiver sans fin précédant le Ragnarök ne commence s'ils ne faisaient rien. Il y a longtemps, dans ce qui est maintenant l'Angleterre, des hommes ont construit Stonehenge. Il ne fait aucun doute que les pierres les plus grandes ont été transportées par les populations. Mais il y a une nouvelle théorie au sujet des plus petites, qu'on appelle les pierres bleues. Elles ne semblent pas si bleues que ça par une journée ensoleillée, mais leur teinte apparaît lorsqu'il pleut ou lorsqu'elles sont brisées. La théorie principale, c'est que nos ancêtres néolithiques ont travaillé dur pour transporter ces pierres des collines de Preseli jusqu'à la plaine de Salisbury. Une nouvelle étude suggère toutefois qu'il y a longtemps, à l'âge glaciaire, le canal de Bristol aurait pu servir d'autoroute aux glaces et aux roches. Des experts ont trouvé une grande pierre peu ordinaire, un bloc erratique glaciaire, dans la baie de Limeslade. Un bloc erratique est une pierre ou un rocher déplacé de son lieu d'origine par un glacier. La pierre de la baie de Limeslade est composée de dolérite, un type de roche qu'on ne trouve pas dans cette région. Mais elle correspond aux roches du Pembrokeshire du Nord, ce qui signifie qu'elle a probablement voyagé par glacier jusqu'à son nouvel emplacement. Un immense glacier de la mer d'Irlande l'a probablement cueillie dans le Pembrokeshire avant de la transporter vers le sud-est, puis à l'est, jusqu'au canal de Bristol. Et ils ont trouvé d'autres blocs erratiques le long de ce canal, ce qui ne fait que renforcer l'hypothèse. Donc, si cette nouvelle théorie est correcte, cela signifie que les hommes du néolithique n'ont pas transporté eux-mêmes les pierres bleues jusqu'à la plaine de Salisbury, mais les ont simplement trouvées là et ont décidé de les utiliser pour construire Stonehenge. Si vous n'aimez pas les listes de courses, essayez de les imaginer comme des documents historiques que quelqu'un découvrira, disons, dans 3500 ans. Des archéologues, dans une région de Turquie connue pour sa production de poterie, de métal et de verre, ont trouvé une très vieille liste de courses sur une tablette d'argile. Elle fait à peu près la taille d'un grand timbre-poste et a été fabriquée par des personnes qui vivaient en Mésopotamie. Ils utilisaient un type d'écriture appelé cunéiforme, ce qui signifie en forme de coin, car il était composé de marques ressemblant à des coins. La langue écrite sur cette tablette s'appelle l'akkadien, et elle a disparu il y a longtemps. Ils utilisaient des sons pour former des mots, tout comme nous le faisons aujourd'hui. Pour écrire ces sons, ils avaient emprunté les symboles d'une langue encore plus ancienne appelée le sumérien. La tablette elle-même est une sorte de liste de courses écrite par des gens qui cherchaient à acheter une grande quantité de meubles. On y trouve des tables, des chaises et des tabourets. Ce document nous aide à comprendre comment les gens de la fin de l'âge du bronze tenaient leur compte. Marchandises, argent, commerce en général. Ils étaient apparemment très organisés. Mais cette liste est une jeunette comparée à ce qui est considéré comme le plus ancien calendrier du monde. Il présente la chute et l'impact d'une comète il y a environ 13 000 ans. Cette gravure fait partie du complexe du temple de Göbekli Tepe, en Turquie. Il est constitué de grandes structures rondes en pierre et de piliers gravés avec des images d'animaux et des symboles.
Ce sont les hommes de la période néolithique qui ont construit ce temple, et ils l'auraient utilisé comme un immense observatoire pour l'étude du ciel nocturne. L'un des objets les plus intéressants du complexe est la grande pierre au vautour. Cette pierre porte l'image d'un oiseau ainsi que d'autres motifs. Un scientifique qui l'a étudié s'est dit que ces dessins pourraient mieux représenter les constellations. Les sculptures raconteraient selon lui l'histoire d'une énorme comète qui aurait modifié le climat à cette époque et causé une mini-période glaciaire. Il y a de petites marques en forme de V sur les piliers à Göbekli Tepe, et ils auraient pu servir à compter les jours. D'autres pierres présentent de grands événements célestes, comme le passage de météores ou de comètes. Des archéologues, en Italie, près de l'ancienne ville de Naples, inspectèrent le sol avant le remplacement des conduites d'eau de la ville lorsqu'ils ont découvert une tombe vieille d'environ 2000 ans. Elle était bien préservée, avec des peintures sur les murs représentant des scènes mythiques et des plafonds dont les couleurs n'ont pas terni avec le temps. On l'a nommé le tombeau de Cerbère, en référence à la peinture la plus célèbre que l'on peut y trouver. Cerbère était une créature de la mythologie grecque, un énorme chien terrifiant, à 3 têtes. Il était le chien de garde des enfers, le mythe que présentent les murs du tombeau, et l'histoire d'Hercule capturant Cerbère au cours de ses 12 travaux. Au fur et à mesure que les archéologues continuèrent de creuser, ils ont découvert des images d'Ichthyocentor, un mélange de sirène et de centaure. La tombe comporte également un grand autel avec des récipients pour les liquides qu'on versait en offrande aux divinités. La personne qui a été enterrée ici repose sur un lit funéraire décoré, entouré de peintures, de symboles et d'objets qui, selon les croyances de l'époque, apportaient la paix et aidaient au passage dans l'au-delà. La tombe a été découverte en octobre 2023 et n'est pas encore ouverte aux visiteurs, car les archéologues sont toujours en train de l'étudier. Les scientifiques se sont longtemps demandé comment les lourds blocs de pierre ont été transportés jusqu'au site des pyramides en Égypte, et ils pourraient enfin avoir une réponse. Des chercheurs de l'université de Wilmington en Caroline du Nord pensent que les anciens Égyptiens ont construit 31 pyramides le long d'un ancien bras du Nil. Ce bras est désormais enfoui sous le désert et les terres agricoles. Ce n'est pas une idée nouvelle, mais jusqu'à récemment, les scientifiques n'étaient pas sûrs de l'emplacement, de la forme, de la taille ou de la proximité de cette voie navigable que les constructeurs de pyramides auraient utilisée. Cette fois, ils se sont servis de l'imagerie satellite radar, de cartes historiques, de relevés géophysiques et du carottage sédimentaire afin de cartographier cette ancienne partie du fleuve. Une importante sécheresse et des tempêtes de sable l'ont probablement enseveli il y a des milliers d'années. L'équipe a réussi à regarder au-dessous de la surface de sable et a obtenu des images de ce qui y était caché grâce à la technologie radar. Ils ont découvert des rivières et des structures anciennes au pied des collines, là où se trouvent la plupart des pyramides de l'ancienne Égypte. Grâce à cette découverte, nous pouvons désormais comprendre pourquoi ils ont décidé de construire autant de pyramides entre Gizeh et Licht, dans ce qui est aujourd'hui une région inhospitalière du Sahara.